Et on est de retour en direct ici depuis le salon Epicurium pour la dernière interview de la journée. Et pour cette dernière interview, on a la chance de recevoir Esteban Salazar. Bonjour. Bonjour, ça va, ça va bien? Ça va très bien et vous? Alors vous êtes sur le salon depuis cet après-midi, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Qu'est-ce que vous avez fait? Déjà, on était sur les concours des meilleurs apprentis de France. Et c'était très intéressant dans le CFA. Et là, cet après-midi, on était sur la chocolaterie pour le concours des gâteaux de voyage, qui était aussi très intéressant, c'était trop cool. Il y a deux niveaux quand même, c'est bien. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont de talent, ils sont passionnés. C'est plutôt intéressant, quoi. Des gens passionnés, c'est ce que vous êtes. On est ici, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Vous êtes né à Manizales, en Colombie. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance et est-ce que la cuisine était déjà présente dans votre enfance? Déjà, la Manizales, c'est drôle, c'est une ville à 2700 mètres d'altitude. En Colombie, c'est tous les centres des débuts de la cordillère des Andes. Production de café, donc beaucoup de montagnes, rivières très très vertes. Donc on est passionné de la nature, passionné de tous ces côtés très nature. Et la cuisine, ouais, la cuisine était avec moi depuis petit. Hein. C'était la manière que j'avais ma mère, la transmission de l'amour. C'était familial? Ouais, ma mère cuisinait tous les jours, matin, midi et soir. Donc c'était un approchement vraiment avec la nourriture. C'était une manière là que j'ai reçu beaucoup d'amour de la part de ma mère. C'était la cuisine. Donc il y a directement cette connexion avec. Et surtout, il y avait la transformation. Je suis quelqu'un de très hyperactif, assez curieux. Il me pose beaucoup de questions. Du coup, la transformation du produit qui amène la cuisine, de prendre une tomate et pouvoir faire, je sais pas, un gelé, un jus, une purée, une crème. Toute ça, cette transformation, ça m'a passionné depuis petit. Et aujourd'hui, c'est ça que j'ai fait comme métier, quoi. Vous étiez déjà passionné par la cuisine, mais est-ce que c'était une évidence de devenir chef, d'en faire votre métier? Parce que tout le monde ne fait pas de sa passion son métier. Et ouais, c'est exactement ça. Je pense que là, c'est où j'ai dit que j'ai vraiment de la chance de faire de ma passion mon métier et de vivre de ça et de tous les jours de profiter de cette chance, quoi. Parce que c'est exactement ça. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance de faire de son passion son métier. Et c'est ça qui se passe dans mon cas. Et je suis trop content de le faire. Et vous vous êtes donné les moyens de réaliser ce rêve parce que vous êtes parti très jeune aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce voyage, de cette expérience et de pourquoi avoir fait ce choix? Ouais, j'ai vécu dans 3-4 pays différents. Et c'est ça qui est drôle en fait, c'est de voyager. C'est ça qui fait les expériences en fait. Moi j'avais 18 ans et j'avais besoin de plus, j'avais besoin de stimuler mon cerveau, ma matière culinaire, j'avais besoin de stimuler mon corps aussi, de voir des autres choses. Et je suis parti aux États-Unis à 18 ans pour faire un internship, un master. C'était une formation, comme un Erasmus, mais c'était culinaire d'un château, d'un hôtel à 5 étoiles. Et on a été 40 personnes en cuisine. C'était vraiment la première expérience. Moi, j'étais déjà avant cuisinier en Colombie. Mais là j'ai 18 ans, j'ai rendu une vraie cuisine. Il y a des brigades, il y a 3 chefs, il y a 40 personnes en cuisine. C'est vraiment ça que tout le monde a peur un petit peu de la cuisine en ce moment, mais qui est en train de changer. Mais là, les chefs me brûlaient avec les casseroles. Il y avait l'ambiance de travail était... Soit tu te faisais voler tes casseroles, tes poêles, ta mise en place, que les gens te changeaient la température de tes fours pour que juste tu brûles les choses. Ouais, il y a vraiment un côté sabotage qui c'est très dur, qui se voit beaucoup dans les cuisines. Donc si tu ne mords pas, c'est toi qui t'es fait mordre. Ça existe encore ça dans des cuisines? Ouais, ça se voit encore dans des cuisines, mais c'est de moins en moins. Je pense qu'on est dans une nouvelle génération qui n'a pas envie de travailler dans cette condition, qui a envie vraiment à se donner l'opportunité d'avoir un cadre de travail assez tranquille, assez sain, pour pouvoir se concentrer dans des choses assez difficiles comme la créativité, les rigueurs, parce que déjà la cuisine c'est compliqué, on passe des longues journées de travail, on est debout, il y a la température, il y a les risques, il y a beaucoup de choses vraiment qui peuvent se passer dans une cuisine. Et si en plus de ça, on doit faire attention de que les gars qui sont à côté de nous, ils ne vont pas faire une bêtise avec la plaque induction, ou que l'autre ne va pas changer la température, ou que ma mise en place il va être là si je la laisse. Donc déjà c'est assez compliqué, donc ouais, ça change et j'espère que ça continue de changer. Et malgré tout cela, ça vous a pas découragé, même en étant aux États-Unis avec des personnes qui vous mettaient soi-disant des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui vous a fait persévérer? Déjà l'envie, les rêves. L'envie, les rêves que je sais que c'est mon métier, que j'ai envie de vivre de ce métier. À cette époque, je voulais vraiment le faire. Et surtout que c'est... Moi, j'ai une personnalité que si tu me mets un examen merder, c'est moi qui vais t'emmerder en fait. Donc tous les gars qui venaient me mettre des bâtons dans la rue, je les fermais leur gueule, on bosse plus dur, on fait la mise en place le moins de temps possible. Et à la fin, c'était moi qui les cassais les casseroles parce que ça revient à ça. Le travail paye. Le travail paye, c'est clair que le travail paye. Ça se voit que c'est la seule manière dans ce métier surtout
Il faut qu'on passe des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur une technique, ou qu'on passe des heures et des heures sur une recette. Il y a énormément d'essais avant qu'une recette soit finie, avant qu'une recette soit standardisée. Donc la seule manière de bonne en cuisine, mille de rien, c'est en train de bosser. Ça ne tombe pas du ciel, quoi. Et après les États-Unis, vous êtes retourné en Colombie, dans votre pays natal, pour travailler à l'hôtel Clic Clac. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? Après, aux États-Unis, j'ai retourné en Colombie et j'ai eu la chance très jeune. J'ai pris les postes des sous-chefs. C'est mon premier poste de sous-chef dans l'hôtel Clic Clac. C'est un hôtel boutique en Bogota, un hôtel assez chic. C'était très, très, très intéressant. Et en 2018, il y avait les New York Times qui est venu. Il nous a donné les numéros, on nous a qualifié comme les numéros 9 des meilleurs 10 hôtels boutiques d'Amérique du Sud. Pour les New York Times, c'était énorme. Ouais, c'était très bien. Et là, ça nous a mis encore dans un standard encore plus haut. Ça nous a mis dans un standard encore. Ouais, ça a apporté énormément de monde. Et des gens de qualité, un pouvoir d'achat différent, avec un palais différent. Donc ça a fait directement monter le niveau de notre cuisine. Et c'était trop, trop bien. Pendant j'ai travaillé là-bas une année et demie. Et puis ensuite, par rapport à un client. Ensuite, direction la Martinique. La Martinique, exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience, notamment avec votre manière de travailler avec des produits locaux et proches de votre restaurant? Des restaurants, en fait, j'ai eu l'offre d'une dame qui m'a dit au restaurant. Il est venu manger une fois, deux fois, trois fois. Et puis ensuite, il m'a dit, écoute, j'aime bien ton travail, est-ce que tu veux venir avec moi à Martinique? Je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Justement, pourquoi pas? 3 semaines après, j'avais mon ticket d'avion. La meuf, la dame m'a acheté tout, c'était incroyable. Et j'arrive à Martinique, à une réserve naturelle, perdue dans le nord de la Martinique, dans les Caraïbes. 70 hectares de forêt vierge, avec une rivière, la mer en face, une ancienne habitation, une sucrerie, qu'on devait transformer dans un projet gastronomique, un restaurant autosuffisant. Et on commençait à bosser très très dur pour mettre les choses en place, mais à la fin, on a réussi à faire un restaurant qui était noté à 14 sur 20 sur Goemillon, dans un endroit où il n'y avait pas de restauration. On faisait tout nous-mêmes, notre sel, notre fromage, notre vinaigre, toutes nos fermentations, tous les produits venaient de l'île, il n'y avait aucun produit qui venait d'hors de l'île. Les seuls produits qui venaient d'hors de l'île, c'était les vins, et ils venaient de France, en bateau, en voilier, pour l'empreinte du carbone. Donc vraiment, on avait poussé les trucs aux limites. On faisait notre sel avec de l'eau de mer. Non, c'était vraiment intéressant. Ce qui vous plaisait, ça, de pouvoir tout faire vous-même? C'était exactement ça les challenges. Comment je vais faire si j'aime faire une friture et j'ai pas de l'huile de tournesol? Est-ce que comment je peux arriver à faire quelque chose de différent? Donc là, dans l'idée, il faut clarifier les gras, donc il faut lever de l'eau du gras parce que l'eau il s'évapore, l'huile non. Donc quand on a des animaux, on récupère les gras, mais forcément on a les sandous. Les sandous, si on les clarifie, on peut faire utiliser ça comme l'huile. Le gélifiant, on n'avait pas de gélifiant, on n'utilisait pas d'agar-agar, de gélatine, des trucs comme ça ne vient pas de l'île. Donc on a retrouvé une manière de comment activer l'almidon de la farine de manioc pour arriver à gélifier des sauces et donner des textures. Bon, il y avait vraiment une mise en question qui nous ramenait presque tout le temps à une réponse très intéressante. Et c'est cette manière d'être autosuffisant, de se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses que j'adore maintenant que j'habite ici en France, que je travaille dans des restaurants avec des moyens différents. Je peux avoir tous les produits autour que je veux, mais je préfère réduire et vraiment poser une question. Comment je peux faire si je n'aurais pas ce produit? Et c'est ça qui est intéressant, la mise en question. Alors vous avez parlé de la France, on va en parler, de ce que vous faites actuellement, mais avant ça, on va continuer sur la suite de votre parcours. Après la Martinique, direction l'Espagne et San Sebastián, dans un prestigieux restaurant, le Basque Culinary Center. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu toutes ces expériences cumulées à cet âge-là, à cette époque-là? Vous devez avoir à peine 25 ans et vous avez 25, c'est ça, et vous avez déjà fait plus de 3 ou 4 pays. J'avais pas pensé à ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de toutes ces expériences à peine 25 ans? Comment... 25 ans, quand j'arrive au Basque Culinary, en fait, Martinique, j'étais très bien, j'étais trop contente, mais j'avais 25 ans et j'avais besoin de me renouveler, d'apprendre des autres choses. Et j'ai envoyé la demande. C'est une école, en fait, c'est le Basque Culinary Center. C'est genre les meilleures écoles de cuisine du monde. C'est ultra compliqué de rentrer là-dedans. Et il y a eu un master. Il n'y avait que 18 places par année, chaque année. J'ai envoyé ma candidature et figure-toi, je t'ai pris.
Quand j'ai parti de Martinique pour ça, c'est le Basque Culinary Center, c'était incroyable en fait. On avait que 18 places avec 14 nationalités. En 18 places, c'était vraiment une master que pour des professionnels. Et c'était comme un stage de 4 mois dans le resto 3 étoiles. C'était beaucoup de stimulation, de créativité, de technique, beaucoup d'informations. Mais que ça m'a permis de voir différentes ambitions, de voir cette vision très naturelle à Martinique, de voir une vision entre guillemets du côté luxe entre États-Unis et Bogota parce que c'était des hôtels, de voir le côté nature Martinique et le côté avant-gardiste avec les techniques d'avant-garde du Pays Basque. Là, je croyais que j'étais prêt pour aller tout attaquer. Et j'étais prêt pour attaquer certaines parties, mais on n'arrête jamais d'apprendre dans ce métier. Et là, j'ai retrouvé des investisseurs qui voulaient m'ouvrir un restaurant à Paris. Ouais. J'ai dit oui, ok, on y va à Paris, quoi, pourquoi pas. J'avais 26 ans, à cette époque j'avais 25, 26. Carmona, exactement. Donc là, j'avais 25, 26 ans et je me trouve avec un restaurant, un chef pour la première fois dans un restaurant. On faisait la Tour Eiffel, les 26 ans. Et justement, toutes les expériences que vous avez eues auparavant, vous les avez démontrées à Carmona un petit peu en s'inspirant des voyages que vous avez eus. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de votre cuisine, si vous deviez la définir? Comment vous la définiriez? La cuisine, parce que ma cuisine, c'est une cuisine en laquelle je ressens vraiment trop les expériences, tous les voyages que j'ai fait, mais en utilisant et en priorisant les produits autour de moi. Moi, j'aime bien fermer mon rayon à 50, 30, 60 km, fermer les rayons et dire écoute, j'ai fait avec ce qu'il y a autour, mais comme j'ai vu ailleurs. C'est-à-dire comme ma mère faisait en Colombie avec les tomates, je vais essayer de faire ici en France, mais avec la châtaigne, un exemple, tu vois, on dit une bêtise. Comme j'ai vu aux États-Unis que les gens faisaient avec les cochons, ben, je vais essayer de faire ici en Corrèze avec la truite. Et c'est une manière d'adapter certaines recettes à les produits où je suis. Et je pense que, mille de rien, c'est compliqué parce qu'on se limite en beaucoup de produits. Donc quand on limite la quantité de produits, je pense qu'on peut aller plus loin dans la créativité. Parce qu'on va retrouver exactement, poser des bonnes questions pour trouver des bonnes réponses. Si j'avais envie d'utiliser des fraises en janvier, mais c'est trop facile, j'ai le même dessert toute l'année. Ouais. Mais en janvier, j'ai pas de fraises, donc j'utilise quoi? C'est ça ou la vraie réflexion? Mais est-ce qu'il y a quand même des ingrédients, au moins des saveurs que vous préférez dans votre cuisine qui reviennent souvent? Il y a des ingrédients, il y a un saveur, il y a un produit qui me rend fou, on ne peut pas trouver partout et que c'est les seules choses que honnêtement, je ne me sens pas capable de pas cuisiner, c'est le citron. D'accord. Et vous ne vous sentez pas capable de cuisiner? C'est compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas capable? Le citron, il y a une acidité, il y a un côté aromatique, il y a des huiles essentielles qui apportent vraiment de rondeur dans les plats. Je sais pas, c'est un produit qui dans ma cuisine, il faut qu'il y ait du citron, même si je n'utilise pas partout, mais ça aide vraiment à équilibrer les assiettes. Et c'est dur. Maintenant, aujourd'hui, on a la chance qu'on est en train de trouver un fournisseur au Périgord qui fait des citrons, des agrumes, mais sinon, il n'y a que du Brésil, il n'y a que la Colombie. Et ça fait chier de ramener un produit de Colombie en Corrèze ou en France. Donc, c'est compliqué par rapport à ça, mais sinon, quel autre produit? Il y a les piquants, je n'utilise pas très piquant. Ouais. Mais j'aime bien, ma cuisine est assez tranchante, tu vois. Il y a des contrastes. Chaque produit, chaque ingrédient, il y a une personnalité, mais l'ensemble, il fait un équilibre. J'aime bien que chaque produit a une personnalité différente, mais quand on les goûte ensemble, on arrive à avoir cet équilibre de texture, des goûts, des arômes qui fait que le plat soit complet, quoi. Et aujourd'hui, pour avoir la chance de la déguster, cette cuisine, il faut se rendre à Ussel, en Corrèze, au restaurant Le Tilleul du Château du Teil. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience? Pourquoi avoir quitté Paris pour s'implanter ici dans un projet tout nouveau, le Château du Teil? Justement, Paris, après l'expérience qu'ils avaient fait, c'était cool, mais c'était trop Paris. Qui est une ville que j'adore et qui est vraiment, je tiens au cœur. Mais je sais pas, j'avais besoin du changement. Et là, je trouve les projets du Château du Teil, un projet tout neuf qui recherchait une identité culinaire et que j'étais prêt à donner. Donc j'avais carte blanche, j'avais le projet, c'était des cartes blanches pour moi. Ils se sont dit, vas-y, fais comme tu veux. Et écoute, on fait comme je veux. J'ai mis mon équipe en place, j'ai ramené presque tous mes amis. La plupart de mes cuisiniers, c'est mes amis, des amis d'avant. Et maintenant, on est tous des amis, donc on passe la journée ensemble, donc c'est normal. Et j'ai eu une idée comment je sais faire, en fait, travailler avec les produits autour de moi, et les techniques de mes voyages, et avec la sensibilité que j'ai face aux produits. Et ça marche plutôt bien, quoi. Ça marche plutôt bien parce que vous venez d'avoir le bib gourmand, notamment. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente pour vous et surtout quel est l'objectif prochain? Je suppose peut-être l'étoile. En fait, l'objectif pour nous, les prochaines étapes, c'est continuer à prendre du plaisir.
c'est continuer à trouver des producteurs, des fournisseurs, des gens passionnés pour nous donner ces produits, pour les mettre en valeur déjà et apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Les bibes gourmands, c'est rassurant. C'est rassurant d'une manière dès qu'on est en train de faire les choses dans une bonne direction. Dès qu'on est vraiment dans une direction qui plaît aux gens et qui me donne, on a fait un parti pris pour faire une cuisine, ma cuisine, pour faire une cuisine avec une personnalité très marquée, avec une personnalité derrière, niveau assaisonnement, niveau goût, niveau mélange des goûts, des ingrédients dans les plats, mais que la région et les clients, les gens qui viennent manger, ils sont réceptifs à ça et que les services, l'établissement, la cuisine va avec. Après, l'objectif, c'est logiquement, c'est très intéressant d'avoir une étoile, mais ce n'est pas une pression que je mets à mes cuisiniers et que je me mets moi-même. Que si demain on l'a pas, bah écoute, je me réveille pas. Un objectif à terme, c'est pas une fin. Je me réveille pas chaque matin en train de dire j'ai vu un bib gourmand, je me réveille pas chaque matin en disant j'ai vu une étoile. Parce que ça, c'est un jugement extérieur, c'est un avis extérieur que je ne peux pas mettre comme priorité par rapport à ma cuisine parce qu'on fait une chose que c'est assez personnel, assez personnel, ouais, c'est assez intérieur. Mais avoir la rigueur, avoir la qualité, avoir les standards et les performances d'un resto étoilé, pourquoi pas, et ça peut être très bien. Je pense qu'on n'est pas... On est dans la bonne direction et peut-être c'est question de temps, on verra, il faut continuer, il n'y a rien qui s'est acquis, comme j'ai dit cette semaine à mes équipes, les gars, bravo pour les bibes gourmands, mais on n'a rien gagné, la seule chose qu'on a gagné c'est plus de responsabilité, parce que maintenant les gens vont venir avec des attentes encore plus grands qu'est-ce que les gens avaient avant, donc maintenant la rigueur il va monter plus, les standards ils vont surtout monter, mais c'est ça qui est intéressant, on va tous donner le mieux qu'est-ce qu'on a et on va tous s'améliorer. Et si tout le monde fait de la partie de son taf, bah, le taf sera fait avec des standards de haute qualité et tout le monde sera content. Alors vous l'avez dit, vous aviez voulu quitter Paris, mais je crois savoir et je crois avoir vu sur vos réseaux sociaux que vous ne voulez pas le quitter totalement parce que j'ai vu que vous lanciez un nouveau projet également sur Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, justement, cette année on va être à plein de surprises, il y a plein de choses qui vont arriver cette année, vous verrez d'ici à la fin du mois. Mais ouais, je suis en train d'ouvrir un autre restaurant à Paris pendant l'été. De mars à juin, juillet, août, on verra jusqu'à quand. Mais c'est un restaurant qui était déjà ouvert, mais c'est moi qui reprends la main là-dessus. C'est les Dacia, c'est dans le 3e arrondissement, en plein marais. C'est un resto qui il est incroyable, c'est une maison vivante, c'est une maison de l'art. Il y a en dessous, il y a une boîte de nuit, un bar à cocktail, un speakeasy. On a les restaurants au milieu, donc vraiment on va essayer de faire une cuisine en small plates, une assiette à partager, vraiment quelque chose encore plus de funky, avec une attitude décontractée, mais en voyant du lourd et des goûts assez puissants dans les assiettes. Mais rassurez-nous, vous n'allez pas déjà quitter la Corrèze? Pas du tout. La Corrèze, c'est une histoire qui vient de commencer pour moi. Et je suis trop content ici. Le Château d'Auteuil, c'est un projet que je tiens comme si c'était à moi. Et que je me suis engagé et que je suis une seule chose, c'est la parole et je suis trop content. Moi, je fais des allers-retours, c'est quelque chose que j'aime bien. La vie avec un rythme aussi intense, j'aime bien. Et pour le moment, les allers-retours entre Paris et Bruxelles, c'est prévu pour moi pour une année, 2 ans, 3 ans peut-être, je sais pas, on verra. Alors avant qu'on termine, je vais vous poser 2 dernières questions qu'on pose à tous les chefs. La première, on a déjà dû vous la poser, mais pour les personnes qui nous regardent, ça peut les intéresser. Si vous aviez un conseil ou plusieurs à donner à un jeune qui commencerait, même si vous êtes encore jeune, mais à ces jeunes, vous en avez vu aujourd'hui notamment sur les concours. Ouais. Quel conseil vous avez pu leur donner? Quel conseil vous leur donneriez? Qu'il faut rien lâcher, quoi. Qu'il faut avoir la dalle, il faut avoir la haine, pas contre la vie, mais il faut avoir la dalle, il faut aller. C'est comme quand un chien il prend un os, il ne va pas le lâcher parce que tu lui dis arrête. Donc non, il ne faut rien lâcher. Si tu crois sur une chose, si tu rêves sur une chose, il faut écouter. Il faut écouter les gens, il faut écouter les conseils. Il faut savoir aussi que tout le monde invite à voir bien, mais pas mieux qu'eux. Donc il y a les conseils, c'est très important, mais d'une certaine manière, il faut savoir quoi écouter et quoi pas. Mais surtout, il ne faut rien lâcher. Il faut être têtu, sage, mais têtu. Arriver jusqu'au bout des choses et faire les choses bien. Ça ne sert à rien de faire les choses d'une manière médiocre. En fait, c'est comme je disais à mes cuisiniers suivants, je dis les gars, je te demande de nettoyer ton poste, ok, de nettoyer ton frigo, ok. Mais si tu nettoies ton frigo mal, ça te prend le même temps que si tu le nettoies bien. Bah vas-y, nettoie-le bien. Et c'est ça, fais pas les choses à la médiocrité, c'est les pires pré-ennemis dans cette compétition, dans cette carrière de culinaire. De se dire j'ai fait ça demain, non, mais la rigueur toi-même, aujourd'hui elle est fait, c'est fini, c'est propre, c'est carré. Et comme ça, la rigueur, si tu apprends à fermer bien un frigo,
demain tu apprendras à ouvrir bien ton station. C'est tout ferme, tout ouvre, tout ferme, tout ouvre. Il y a une logique derrière. Je pense que le message est bien passé. Et la dernière question, si il ne devait vous rester qu'un plat, soit celui que vous préférez cuisiner ou alors celui que vous préférez manger, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pouvez nous dire lequel ce serait? Bon, poulet frites. Le poulet frit du dimanche? Un poulet frit bien juteux, avec une belle sauce et des pickles, c'est la meilleure chose qui existe au monde. Il y a les croustillants, il y a les acidités, il y a les assaisonnements, il y a la texture, il y a tout quoi. Je suis d'accord, alors on a hâte de le goûter. Bah ouais, parfait. Bah écoute, venez au château. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Et ne quittez pas le live, on va terminer cette journée en suivant le résultat des concours sur lesquels Esteban a pu se rendre aujourd'hui. On vous montrera tous les résultats en direct.